Alors, je vous remercie beaucoup, Laura, ainsi que Jean-Baptiste Fournier, pour leur aimable invitation. Et je m'empresse de préciser que ce sujet, y a-t-il une morale transcendantale de Kant, m'intéresse depuis plus de 20 ans et que régulièrement je bouge mon point de vue sur ce sujet et que ma réponse est donc en cours d'évolution. Là, je pense avoir trouvé peut-être, je l'espère, une réponse à peu près stabilisée, mais ce que j'aimerais montrer finalement, c'est que c'est une recherche toujours ouverte, une question toujours ouverte, et je ne prétends pas ici apporter une réponse définitive. Alors je rappellerai en introduction que la question de savoir si la métaphysique des mœurs de 1797, sa Grundlegung de 1785, ainsi que la critique de la raison pratique de 88, équivalent à une morale transcendantale, ou constitue du moins un moment transcendantal proprement pratique, induit la question de savoir s'il y a en général, chez Kant, place pour une morale transcendantale, qui serait sinon revendiquée explicitement par Kant, du moins qui serait susceptible d'être implicitement et tardivement reconnue par le déploiement du système. Mais ce serait une reconnaissance, à vrai dire, qui serait plus le fait des lecteurs de Kant que de Kant lui-même. En effet, la question reste ouverte, à mon sens, de l'existence ou non d'un moment transcendantal proprement moral. Et, ça va être l'hypothèse que je vais soutenir aujourd'hui, si on prend cette posture de reconnaître dans la morale transcendantale de Kant, du moins un moment transcendantal ou une strate transcendantale, il faut reconnaître immédiatement que ce moment transcendantal moral est longtemps demeuré implicite et susceptible d'être reconstruit par le lecteur, plus que par Kant lui-même. Car en effet, jamais Kant ne revendique explicitement, sauf peut-être dans l'opus posthumum, une morale expressément transcendantale. Aussi, il me semble qu'à cette question, y a-t-il une morale transcendantale chez Kant, les deux réponses, positives aussi bien que négatives, peuvent être envisagées à bon droit, selon les textes et les définitions, larges ou au contraire strictes, que l'on choisit de privilégier du mot transcendantal. Sans prétendre donc trancher définitivement la question, on ne peut ni nier toute possibilité d'une morale transcendantale, ni en affirmer l'existence avérée. Mais on doit plutôt et seulement chercher à identifier, par un travail de reconstruction, ce moment transcendantal implicite en morale, à condition toutefois, et c'est ce que je m'emploierai à montrer aujourd'hui, d'en relativiser l'ampleur et de ne pas faire au fond de cette morale transcendantale l'alpha et l'oméga de l'éthique kantienne. L'opus posthumum, invoquant la nécessité d'une morale au sein du système transcendantal, semble nous autoriser à creuser du moins cette hypothèse. On le sait, Kant n'a jamais revendiqué de morale transcendantale stricto sensu, mais il a revendiqué tantôt une critique de la rationalité pratique, tantôt une métaphysique pratique, dont la fondation, la Grundlegung, précède la critique de la raison pratique et dont le déploiement, là je parle du déploiement exhaustif et complet de cette métaphysique des mœurs, suivra, quant à elle, la critique. Pour des raisons différentes, la seconde critique et la métaphysique des mœurs, qui en quelque sorte l'encadrent en amont et en aval, semblent hétérogènes au projet transcendantal premier de Kant, tel que du moins il a pu se formuler en 1781, et qui était, je le rappelle, un projet strictement spéculatif et relatif aux conditions de possibilité a priori du savoir objectif. Et, je précise entre parenthèses, d'un savoir objectif qui était alors pensé essentiellement, voire principalement, comme un savoir théorique. Pourtant, au fur et à mesure que s'élabore la métaphysique des mœurs et la critique pratique, l'angle moral en vient à croiser l'angle transcendantal, de sorte que la morale finit par abriter, je dirais de facto, quoique sans le dire, un moment transcendantal, qui néanmoins est très circonscrit. Si la critique de la raison pratique contient en effet un moment transcendantal, et je ferai aujourd'hui l'hypothèse que c'est surtout dans cette œuvre qu'on peut trouver éventuellement trace d'un moment transcendantal,
ce n'est pas dans la mesure où la critique de 88 ferait signe, ce qu'elle fait par ailleurs, mais ça n'est pas au sens où elle fait signe rétrospectivement ou rétroactivement vers le sens transcendantal de liberté qui, on le sait, est et reste le sens le plus rigoureux, le plus haut, le plus noble de l'idée de liberté chez Kant. C'est-à-dire, on ne peut pas identifier un moment transcendantal dans la seconde critique au moment où Kant utilise ce syntagme de liberté transcendantale, car il le fait alors pour renvoyer non pas à ce qu'il fait présentement, mais à ce qu'il a fait en 81, et il renvoie notamment à la solution critique qu'il a donnée à la troisième antinomie dans la critique de la raison pure. Car en effet, la part transcendantale de la raison pratique, loin d'être alors, dans ce passage très précis où il cite le syntagme de liberté transcendantale en référence à ce qu'il a fait en 81, il me semble que la part transcendantale de la raison pratique, loin d'être alors proprement pratique, n'est qu'un simple écho lointain, une sorte d'écho en rappel, du moment transcendantal théorique qui fut exposé en 1781. C'est bien plutôt dans la mesure où la critique de la raison pratique expose, me semble-t-il, le cercle qui relie la liberté pratico-transcendantale à la loi morale, c'est-à-dire qui relie la raison d'être, la ratio essendi, à sa ratio cognoscendi, la loi morale, que se situerait un moment transcendantal moral. On pourrait même admettre par analogie, c'est-à-dire sur le mode du comme si, du als ob, une morale transcendantale chez Kant, mais à condition de ne dénaturer ni la métaphysique des mœurs, ni le projet transcendantal en son sens originairement spéculatif. En outre, la recherche d'une telle voie médiane, c'est-à-dire admettre la possibilité, voire la nécessité de reconstruire pour nous, lecteurs, un moment transcendantal pratique, suppose d'articuler, tout en les distinguant, la face transcendantale de la liberté, à laquelle Kant a donné un nom en 81, on s'en souvient, c'est le terme de Spontaneität, la spontanéité qui est issue de la cosmologie de Leibniz, et d'autre part, la face pratique de la liberté, qui a pour nom, on le sait, l'autonomie, Selbstständigkeit, qui est un nom que Kant forge à partir d'un héritage qu'il se réapproprie, qui est celui de la pensée politique de Rousseau. La définition bien connue du livre 1 du contrat social de Rousseau sur la liberté, qui est bien connue. L'analogie, en effet, célèbre de la clé de voûte, la liberté comme clé de voûte de tout le système de la raison pure. En allemand, Schlussstein, qui désigne cette pierre, non pas qui fonde, mais cette pierre qui se situe au point culminant de l'édifice et qui rassemble, qui tient ensemble, qui réconcilie littéralement les deux arcs de la philosophie pure, c'est-à-dire d'un côté l'arc pratique et de l'autre l'arc théorique. Cette clé de voûte de la liberté, elle exige, au point culminant du système kantien, du moins du système rationnel pur, que la liberté unisse, telle une clé de voûte au sens architectural, c'est-à-dire qu'elle articule en elle, en les subsumant, deux points de vue qui sont évidemment distincts mais étroitement complémentaires, voire inséparables, qui sont d'un côté l'idée spéculative ou transcendantale de liberté comme spontanéité, et Kant l'a bien rappelé dans la première critique, cette idée spéculative transcendantale de liberté n'est que possible, c'est-à-dire problématique du point de vue théorique, et d'autre part, l'autre face de la médaille, ou je dirais également l'autre pan de la montagne, l'autre face de la montagne, c'est l'autonomie pratique de la volonté, c'est-à-dire cette liberté pratico-morale d'autonomie, Selbstständigkeit, dont Kant parvient seulement en 1788 à prouver effectivement la réalité, c'est-à-dire l'existence objective. Donc il me semble que pour atteindre cette clé de voûte, il faut en quelque sorte gravir l'édifice ou la montagne par un côté,
Il y a la face nord de la montagne, d'une certaine façon, qui est la liberté transcendantale dont on ne peut pas prouver directement et théoriquement la réalité. Et pour y parvenir, il va falloir gravir la montagne par la face éclairée, par la face sud, si je puis dire, qui est la face pratique de la liberté d'autonomie, laquelle, elle, peut être prouvée directement par le factum rationis de la loi morale. Mais pour arriver au sommet de la montagne, pour pouvoir unifier le système, pour trouver cette clé de voûte qu'est la liberté à la fois pratique et transcendantale, Kant va passer en quelque sorte par la face la plus facile à arpenter, à gravir, qui est la face de la preuve de la liberté pratique. Et comme il l'a dit depuis 81, souvenez-vous du paragraphe 3 de la 9e section de l'antithétique, comme la liberté pratique est fondée sur la liberté transcendantale, prouver l'une, c'est prouver l'autre. Prouver la liberté pratique, c'est prouver la liberté transcendantale, mais indirectement seulement. Et évidemment, en précisant bien que cette preuve n'est pas en elle-même une preuve spéculative ou une preuve théorique, mais seulement une preuve pratique ou morale. Donc il me semble qu'on peut prouver la liberté, et je l'ai dit ailleurs, donc je n'y reviens pas ici, il me semble que la preuve de la liberté pratique dans la seconde critique fait retour sur son fondement, ou sur ce que j'appelle la face nord, ou l'autre face de la médaille, qui est la liberté transcendantale comme spontanéité. En tout cas, si on veut faire ici un état de l'art très rapide, on peut dire que l'exégèse kantienne se divise en deux grands courants. Au sujet de cette question, y a-t-il ou non une morale transcendantale chez Kant ? Un premier courant assimile, au moins en partie, la métaphysique des mœurs au transcendantal et considère que la métaphysique des mœurs, c'est au fond une partie d'une morale transcendantale. Ce premier courant, évidemment, utilise un sens large du mot fondation du savoir pratique sur des principes a priori et surtout posant une double équation qui est à mon sens une équation approximative, s'autorise à identifier le transcendantal et le métaphysique, en matière pratique évidemment. Cette double équation approximative qui me semble être présupposée par tous ces commentateurs, c'est premièrement l'équation approximative le pur égale l'a priori, alors qu'on sait très bien depuis les paragraphes 2 et 3 de l'introduction à la critique de la raison pure que Kant distingue ces deux termes, et que l'a priori n'épuise pas, plus exactement le pur n'épuise pas la sphère de l'a priori. L'a priori, c'est une sphère large dont le pur constitue un noyau étroit, puisque le pur, ça n'est pas simplement ce qui est a priori, c'est pas simplement ce qui est antérieur à l'expérience, ni même indépendant de l'expérience, mais c'est ce qui est totalement indépendant de l'expérience, c'est-à-dire qui n'a aucun point de contact avec l'expérience possible. Et la deuxième équation approximative dont ces commentateurs s'autorisent pour assimiler au fond la métaphysique des mœurs à une strate d'éthique transcendantale, c'est l'équation transcendantale égale métaphysique. En effet, le transcendantal, dans cette perspective, loin de se borner au spéculatif, pourrait englober la part de la morale qui a été du moins purifiée, ou en partie purifiée, par la métaphysique des mœurs, et de sorte qu'il y aurait un parallèle structurel à faire entre les deux critiques, parallèle d'ailleurs que Kant ne nie pas. Vous vous souvenez que dans l'introduction de 88 à la seconde critique, il insiste lui-même sur cette analogie de structure entre ces deux premières critiques. Mais ces commentateurs vont plus loin, en tirant de cette analogie structurelle ce que j'appellerais une analogie fonctionnelle entre l'approche ou la fonction transcendantale de la déduction en 1781, qui fonctionnait évidemment dans le domaine théorique, et une approche transcendantale que ces commentateurs recréent ou reconstruisent après coup en matière pratico-morale dans la seconde critique. En tout cas, ça c'est le premier courant, et il me semble qu'aujourd'hui on ne peut pas s'en tenir à ce premier courant, qui identifie purement et simplement le transcendantal et le métaphysique. À ce premier courant appartiennent, entre autres, je ne cite ici que quelques noms très rapidement, mais sans détailler, ce n'est pas mon propos aujourd'hui, les analyses, par exemple, de Ferdinand Alquier, ou encore d'Hermano Bencivega, ou, pour la sphère allemande, Edmund Zandermann, qui voit dans la morale de Kant une forme de théorie transcendantale, et qui assimile ces deux fonctions de fondation et de déduction pour s'autoriser à mettre en équation
la métaphysique et le transcendantal, et plus récemment, en France même, notre collègue et ami Antoine Grandjean s'inscrit dans ce courant, même si le centre de gravité des travaux, évidemment, d'Antoine Grandjean porte plus sur le transcendantal dans son acception théorique. Mais il n'exclut pas que le pratique puisse en quelque sorte se greffer après coup sur la définition du transcendantal telle que donnée en 81. Alors il existe face à cela un deuxième grand courant interprétatif qui, quant à lui, sépare très nettement la morale et le transcendantalisme. J'entends par là le projet transcendantal de Kant, puisque vous le savez, il n'y a pas véritablement de rédaction d'une philosophie transcendantale chez Kant, mais plutôt le projet incoatif et indéfini de rédiger une philosophie transcendantale qui est toujours annoncée comme un horizon, comme un programme à faire, et même à la fin de sa vie, Kant dira encore « Je n'ai pas fait la philosophie transcendantale, je laisse à mes Mithelfer, mes successeurs et mes disciples, le soin de rédiger cette philosophie transcendantale qui demeure, y compris pour lui-même, donc un horizon inaccessible. » Donc ce deuxième courant interprétatif, quant à lui, sépare très clairement la morale du transcendantal, en soutenant que la morale n'a rien de transcendantal, et symétriquement que la philosophie transcendantale, en tout cas telle qu'elle s'esquisse chez Kant, à défaut d'être rédigée dans un traité qui la totaliserait, n'a rien de moral. Alors, plusieurs commentateurs s'inscrivent dans cette lignée. Je pense notamment à Marceline Moret ou à Claude Pichet. Et il me semble qu'aujourd'hui, il faut aller vers une troisième voie, que j'appellerais une voie médiane. C'est l'hypothèse que je vais soutenir aujourd'hui, qui s'inscrit dans la lignée des travaux de Martial Guéroult, de Victor Delbos, et surtout, plus précisément que ces deux grands commentateurs de Kant, il me semble qu'il faut reprendre le problème là où l'a laissé Ottfried Höfe, pour qui une part de la morale relève du moins du transcendantal. Et je pense pour ma part que parmi tous les commentateurs contemporains de cette question, y a-t-il une morale transcendantale chez Kant, celui qui nous ouvre les voies les plus fructueuses pour reprendre le problème, c'est Ottfried Höfe, dans le livre qu'il a publié il y a maintenant une vingtaine d'années, qui a été traduit, du moins chez Vrin, qui s'appelle « Introduction à la philosophie pratique de Kant » et qui comporte un volet consacré à la morale. Alors, en quoi consiste cette troisième voie médiane qui me semble être réouverte depuis Ottfried Höfe ? Cette troisième voie, elle admet un recoupement, mais seulement implicite, et un recoupement seulement ponctuel, étroitement circonscrit à un passage bien précis de la critique de la raison pratique, entre le transcendantal et la morale. Et ce passage très circonscrit que Höfe nous invite à identifier, et que pour sa part il limite au paragraphe 5 de la première partie de la critique de la raison pratique, ce passage extrêmement circonscrit articule précisément le pôle moral et le pôle transcendantal de la liberté, en insistant sur la fonction fondatrice de cette liberté qui est à la fois pratique et transcendantale, puisque c'est les deux facettes d'une même médaille qu'on ne peut pas désolidariser. Il y a la facette pratique et la facette transcendantale, ou si vous prenez la métaphore d'une montagne, qui n'est pas de Kant, mais dont j'assume pleinement la responsabilité, avec son versant nord, le versant transcendantal, et le versant éclairé qu'on va pouvoir prouver, qui est celui de la liberté pratique. La question devient la suivante. Si on accepte le passage qui, dans la seconde critique, se situe dans l'examen critique de l'analytique et qui rappelle, comme en écho, la liberté transcendantale de 1781. Si on accepte ce passage-là, qui porte sur le sens transcendantal de 1781, impliqué à la liberté, la question devient la suivante. Peut-on considérer la déduction transcendantale de la liberté pratique, ou, et je prends la liberté de l'appeler ainsi, la déduction pratique, au moyen d'une preuve pratique, une preuve apodictique et pratique, de la liberté transcendantale elle-même, à partir du factum rationis, c'est-à-dire de ce fait de conscience apodictique qui est le fait de la loi morale. Est-ce qu'on peut considérer donc la déduction transcendantale de la liberté pratique ou la déduction pratique de la liberté transcendantale comme formant au moins les premiers jalons d'une morale transcendantale, ou disons d'un transcendantalisme moral.
Autrement dit, la morale abrite-t-elle, outre son volet métaphysique, au creux même de la critique de la raison pratique, un moment ou un volet transcendantal qui serait très précisément circonscrit à tout ce qui touche aux conditions de possibilité a priori, non pas de la loi morale elle-même, mais du savoir pratique que nous avons de cette loi. C'est-à-dire du savoir, Wissen, Kant utilise à plusieurs reprises ce terme pour désigner notre rapport à la loi morale, à ce fait de la loi morale qui n'est pas simplement un fait de conscience, Gewissen, mais un fait de science au sens de Wissen. Et je vous rappelle que le terme de Wissen, dès le canon de la raison pure, était qualifié de plus haut degré du tenir pour vrai. Le Fürwahrhalten, l'assentiment que l'on donne à une proposition, peut comprendre 3 degrés. Le degré de la simple opinion, Meinung, le degré de la croyance ou de la foi, Glauben, et le degré suprême qui est celui du Wissen, qui est seul nécessaire à la fois objectivement et subjectivement, à la différence des 2 degrés précédents. Et donc c'est en ces termes que Kant va, en 1788, qualifier non pas tant la loi morale elle-même, que le fait de conscience, apodictique et a priori, de la loi morale, comme l'objet d'un Wissen lui-même a priori, qui aurait, comme tout Wissen, des racines ou des conditions de possibilité dans un principe plus haut, un principe qui le fonde et qui le rend possible, et qui est précisément la liberté. Mais la liberté, pas simplement dans sa face sud, c'est-à-dire pratique, l'autonomie, mais aussi la liberté transcendantale dans sa face nord, c'est-à-dire la spontanéité. La question que je reprends donc à la suite d'Ottfried Höfe, c'est est-ce que cette déduction transcendantale de la liberté, telle qu'elle est opérée dans la seconde critique, et là je vous renvoie à la très belle introduction de Jean-Pierre Fussler, qui est le traducteur en GF de la seconde critique, et qui montre bien où et comment s'opère cette déduction transcendantale, c'est-à-dire cette preuve de la liberté à partir du factum rationis de la loi morale, est-ce que donc cette déduction, elle contient en elle-même une fondation légitimation transcendantale, au sens d'une déduction transcendantale, au sens de cette célèbre méthode que Kant, depuis 1781, a dit emprunter aux juristes de son temps, c'est-à-dire cette méthode qui régresse ou qui remonte du quid facti, c'est-à-dire d'un fait donné, ici c'est la conscience, le Wissen de la loi morale, pour remonter de là au quid iuris, c'est-à-dire à la condition de possibilité de légitimation de ce fait, quid iuris, qui se situe ici dans la liberté, à la fois pratique et transcendantale. Quid iuris, ici, c'est la ratio essendi, si vous voulez, de la liberté, qui est la raison d'être ultime de la loi morale. Puisque sans liberté, évidemment, nous n'aurions pas même conscience, et nous n'aurions a fortiori pas même ce Wissen, a priori, de la loi. Alors, cette réponse, ou la réponse plus exactement à cette question, elle implique d'articuler la liberté pratique et la liberté transcendantale, c'est-à-dire la liberté dans son volet d'autonomie et la liberté dans son volet de spontanéité. En même temps, elle implique d'articuler ces 2 faces de la médaille de la liberté en se souvenant de la fameuse note de la préface de 88 qui, vous le savez, instaure un cercle vertueux évidemment, dit Kant, pas un cercle vicieux, entre la ratio essendi de la liberté et la ratio cognoscendi de la loi morale. À ce 3e courant interprétatif, donc, se rapportent plusieurs auteurs comme Herbert Mayer, mais surtout Ottfried Höfe. Comme je vois que le temps passe, j'avais prévu initialement de rappeler le détail de l'argumentation de Höfe que je trouve extrêmement pertinente, mais je ne vais pas le faire puisque ces textes sont en général bien connus et accessibles. Ils sont maintenant, depuis 20 ans, considérés vraiment comme des textes de référence sur la morale de Kant. Mais je vais essayer de montrer comment, à la fois, je reprends le problème où l'a laissé Höfe, mais en essayant peut-être de le résoudre de manière un peu différente de la solution que lui en a proposée. En effet, le problème tel qu'on en hérite donc après Höfe, et je vous invite à relire les passages de son livre afférents à cette question, y a-t-il une morale transcendantale chez Kant? Il me semble que le vrai centre de gravité, le Schwerpunkt, comme disent les Allemands, du moment transcendantal de la morale,
Si on veut l'identifier, en tout cas, dans la critique de la raison pratique, et je pars de l'hypothèse que c'est dans la critique de la raison pratique qu'on peut trouver éventuellement trace d'une morale transcendantale et nulle part ailleurs, tout en acceptant évidemment l'opus posthumum, qui pour des raisons de statut éditorial est un texte très particulier, donc je ne ferai pas fond sur ce texte aujourd'hui, mais le vrai centre de gravité du moment transcendantal moral chez Kant, il doit répondre à la double exigence d'être, premièrement, une condition de possibilité a priori d'un fait lui-même a priori, qui est le fait de la loi morale. Et deuxièmement, il doit répondre à une deuxième exigence, qui est celle d'être un principe de légitimité pour nos actions et nos volontés bonnes. Et là, c'est plus l'aspect, je dirais, d'éthique de l'action que Höfe met en avant que l'aspect d'une philosophie morale des principes de la volonté bonne, qui, me semble-t-il, est plus l'objet de Kant qu'une éthique de l'action, à proprement parler. Donc ce vrai centre de gravité, ça n'est pas, de ce moment transcendantal qu'on essaye de reconstruire, ça n'est pas tant la liberté pratique d'autonomie en elle-même, que cette liberté pratique, en tant qu'objet d'un savoir absolument inédit, absolument exceptionnel, qui est même un savoir à part, qui fait l'objet d'une science déductive, d'une preuve déductive, transcendantale, au sens où Kant a défini la déduction transcendantale en 1781, et qui néanmoins est une science déductive transcendantale proprement pratique, avec un fait, un quid facti de départ, qui est la loi morale, qui est un fait tout à fait inédit, qui est le seul fait de la raison, dit Kant, qui s'oppose évidemment à tous les autres faits empiriques qu'on peut rencontrer. Et deuxièmement, il faut que cette condition de légitimité des volontés et des actions bonnes, qu'est la liberté pratique d'autonomie, elle repose elle-même, comme sur son fondement, ou comme la face éclairée d'une médaille par rapport à la face profonde et sombre, elle repose sur une idée transcendantale, spéculative, qui est l'idée de spontanéité. De sorte que seule la liberté pratico-transcendantale, en sa fonction de condition pour le conditionné a priori qu'est la loi morale, relèverait, mais je dis très prudemment et au conditionnel, seule cette liberté-là, relèverait proprement du transcendantal, non pas tant dans le rapport que cette liberté entretient en aval d'elle-même, avec les maximes d'action, avec les volontés, avec les actes moraux, comme le veut la lecture de Höfe, mais plutôt sur le versant amont, le rapport que cette liberté entretient avec le factum rationis de la loi morale. On peut donc trouver éventuellement dans la seconde critique un moment très circonscrit où Kant, effectivement, sans le dire, expose néanmoins une morale transcendantale, et ce moment très circonscrit, on peut le situer dans l'analytique, au moment précis où Kant remonte régressivement, analytiquement, du factum de la loi à sa condition de possibilité et de légitimité entièrement a priori. Donc là, on est bien dans le pur, comme l'exige le sens le plus aigu du transcendantal, qui est la liberté pratico-transcendantale au double sens d'autonomie de la volonté, qui rend possible évidemment la conscience de la loi, et au sens de liberté pratique, hantée elle-même sur une idée théorico-transcendantale de spontanéité. Plus encore, la morale transcendantale, en tant que partie résiduelle de l'analytique critique de 88, est une morale qui a pour propriété d'instituer un cercle transcendantal qui va de la loi à la liberté. Et ce cercle transcendantal, il est conçu par Kant non pas simplement comme possible, et il appelait déjà de ses voeux ce cercle non vicieux dès la 3e section des fondements de la métaphysique des mœurs de 85, en disant, voilà, idéalement, il faudrait pouvoir prouver que l'impératif catégorique moral est bien un jugement synthétique a priori, et qu'on peut donc relier la volonté à la liberté par le biais d'une loi morale, mais la solution qu'il proposait alors en 85 était encore insatisfaisante, puisqu'il nous disait, pour prouver en quelque sorte ce jugement synthétique a priori, on a besoin de recourir à un troisième terme qu'il appelle provisoirement, mais c'est une solution qu'il ne retiendra pas sur le long terme,
C'est le troisième terme du monde moral intelligible. Et c'est comme ça qu'il solutionne provisoirement le problème. Mais quand il reprend ce problème à bras-le-corps en 1788, c'est pour y trouver une toute autre solution, puisqu'on ne peut pas prouver la liberté transcendantale théoriquement ou spéculativement, puisqu'on ne peut pas non plus la prouver par une preuve empirique, qui serait faire redescendre la liberté dans le déterminisme des lois de la nature et des lois empirico-psychologiques. C'était l'hypothèse du canon de la raison pure de 81. Eh bien, on est dans l'impasse, on est dans l'aporie. Si on ne peut pas prouver la liberté, évidemment, tout s'écroule. Il n'y a plus de morale possible, il n'y a plus de droit possible. Le droit politique, par exemple, serait impossible. La religion également. Bref, toutes ces perspectives se trouveraient fort closes si on ne parvient pas à prouver la liberté. D'où la forte pression que Kant éprouve bien après les essais de Théodicée de Leibniz quant à la nécessité de prouver cette liberté. Et il va le faire donc par une preuve très complexe, dans le détail de laquelle je ne reviens pas ici, qui est une preuve à la fois ostensive et apagogique, qui consiste à refluer de la liberté pratique, dont on a une preuve directe par le factum de la loi, vers la liberté transcendantale, qui en est donc le socle. Alors il me semble que pour vérifier l'hypothèse de Höfle, c'est-à-dire l'hypothèse d'une morale transcendantale, disons, située autour du paragraphe 5 de la critique de la raison pratique, on peut rappeler que Kant ne qualifie jamais explicitement telle partie de sa morale de transcendantale, et notamment telle partie de la critique de la raison pratique. Comment expliquer les raisons de ce silence ? Élargir le transcendantal aux objets pratiques, était-ce aux yeux de Kant corrompre le sens initialement spéculatif du terme transcendantal? Bref, une morale transcendantale est-elle seulement possible? Il ne suffit pas, on le sait, qu'un savoir soit pur, ni a fortiori qu'il soit a priori, c'est-à-dire qu'il soit digne d'entrer dans une métaphysique, pour relever d'une recherche ou d'une déduction proprement transcendantale. Bien que, je m'empresse de le dire, et c'est toute l'ambiguïté des textes de Kant, certains textes tendent à autoriser cet amalgame. Par exemple, je cite une réflexion, la réflexion numéro 4643, qui est citée par Rudolf Eisler dans son Kant Lexicon. Dans cette réflexion, donc, qui est relative à la critique de la raison pure, et que vous trouvez dans le Kant Lexicon d'Eisler à l'article transcendantal, Kant écrit « est transcendantale toute connaissance pure a priori ». Donc, il y a quand même un amalgame possible. Voilà. Mais je choisis les textes volontairement qui restreignent le sens du transcendantal le plus étroitement pour essayer de ne pas confondre dans la morale transcendantale tout et n'importe quoi. On peut dire en effet qu'il existe chez Kant une tension entre, d'un côté, une veine transcendantale et de l'autre, une veine critique. Et ces deux veines, elles sont, on pourrait faire la même démonstration dans le champ théorique, ce sont deux veines qui sont à la fois distinctes et indissociables. L'une, en quelque sorte, prépare l'autre. La critique prépare le champ du transcendantal, comme Kant l'a répété à maintes reprises en 81. La critique, elle est là, aussi bien dans le domaine théorique que pratique, pour débroussailler, pour défricher les voies vers une science ou une philosophie transcendantale à venir, que ce soit dans le champ spéculatif ou, pourquoi pas, je le laisse ici en pointillé, dans le champ pratique. Si, en effet, dans l'usage théorique de la raison, le transcendantal forme la strate structurelle du sujet qui rend possible, a priori, des objets de savoir, et en particulier des objets de savoir légitimes qui sont liés directement ou indirectement au champ de l'expérience possible. Le criticisme pratique, c'est la question en tout cas qu'on peut se poser, contient-il aussi, de façon symétrique, de façon analogue, si on prolonge les parallèles structurels que Kant lui-même nous invite à faire au début de la seconde critique, est-ce que le criticisme pratique contient lui aussi une strate transcendantale analogue? Si le transcendantal est originairement appelé par la démarche critique, c'est la thèse d'Antoine Grandjean, si au fond il n'y a de geste critique qu'en vue du transcendantal, si le transcendantal n'est rien d'autre que la réponse à une question critique préalable, qui se situe d'ailleurs en régime de réflexion transcendantale, alors le même jeu de liaison et en même temps de tension, de continuité et de discontinuité, existe-t-il
entre le moment critico-transcendantal de 88 et la métaphysique pratique, qui l'encadre en aval et en amont, qui commence dans les fondements de 85 et qui se parachève en 1797. Si, en 1781, le transcendantal est un facteur conditionnant, indexé à ce qu'il conditionne, c'est-à-dire il n'y a pas de transcendantal, Antoine Grandjean l'a fort bien montré, indépendamment de l'horizon visé, c'est-à-dire de ce que le transcendantal conditionne, qui est l'expérience. Et si par ailleurs, on admet une méthode déductive, qui est la méthode dite de déduction transcendantale, régressant du conditionné donné à sa condition de possibilité et de légitimité a priori, alors le transcendantal doit pouvoir absorber en lui ou intégrer en lui, ou en tout cas admettre en lui, non simplement un ensemble de concepts théoriques, de principes théoriques, mais aussi, via cette démarche déductive, des concepts fondamentaux et des principes pratiques, c'est-à-dire ces concepts et principes pratiques que Kant va purifier à partir de 85 dans la fondation de la métaphysique des mœurs. En tout cas, s'il est difficile, en dehors de la critique de la raison pratique, de chercher à reconstituer les linéaments d'une possible morale transcendantale, il semble que cela ne soit du moins pas impossible, oui, je suis très prudente, dans les paragraphes 5, 6 et 7 de l'analytique de 88. Alors très rapidement, je rappellerai, pour répondre à cette question, et ce qu'on peut voir dans les paragraphes 5 à 7 de la seconde critique, les linéaments entre les lignes d'une morale transcendantale, je rappellerai très brièvement 3 textes bien connus de Kant qui permettent, à mon sens, d'aller dans cette direction. Le premier texte, c'est évidemment le paragraphe 7 de l'introduction de la critique de la raison pure, qui, on le notera au passage, n'a subi aucune modification, aucun remaniement entre la première et la seconde édition. Or, il s'est passé quand même entre les deux quelque chose de fondamental, qui est la rédaction des fondements de la métaphysique des mœurs. Donc Kant avait déjà purifié les principes et les concepts fondamentaux de sa morale en 1785. Lorsqu'il republie en 87 la seconde édition de la critique de la raison pure, il ne remanie pas le paragraphe 7 de l'introduction qui limitait le transcendantal au spéculatif. Alors on peut évidemment invoquer l'argument du manque de temps et que l'éditeur le pressait de relire sa copie, comme il y a quand même 600 pages dans la critique de la raison pure, Kant n'a toiletté que les chapitres qui étaient vraiment plus d'actualité, mais il aurait laissé ce paragraphe 7 de l'introduction qui pour nous maintenant joue comme un verrou sémantique et nous empêche d'admettre facilement, je dirais aisément, une morale transcendantale. Ça, c'est le premier texte, je le rappelle très brièvement, mais vous l'avez sans doute en tête. Donc, paragraphe 7 de l'intro, c'est le dernier paragraphe. J'appelle transcendantal, dit Kant, toute connaissance qui s'occupe en général, non pas tant d'objets, que de notre mode de connaissance des objets, en tant qu'il est possible en général. Un système de tels concepts s'appellerait philosophie transcendantale. Et une telle science devrait contenir, il le dit au conditionnel parce que ce n'est pas lui qui va la rédiger, il laisse ça à Sénit Helfer, une telle science devrait contenir complètement, donc elle devrait être le système analytique exhaustif et complet, de toute la connaissance analytique, dit Kant, aussi bien que de la connaissance synthétique a priori. C'est-à-dire cette future philosophie transcendantale, on y trouverait à la fois des jugements analytiques a priori et tous les jugements synthétiques a priori possibles. Or, poursuit Kant, là je saute quelques lignes, voilà sa conclusion, notre critique, ça veut dire ici la critique de la raison pure théorique, s'abstient à bon droit de l'analyse détaillée de ces concepts eux-mêmes. La critique, elle n'a pas à descendre dans le détail analytique et exhaustif de tous ces jugements analytiques ou surtout synthétiques qui feront la chair, le tissu de cette future philosophie transcendantale. À la critique de la raison pure, sous-entendu théorique, puisque pour l'instant il la restreint au champ théorique, à la critique de la raison pure appartient donc tout ce qui constitue la philosophie transcendantale, sous-entendu cette philosophie future, et la critique est l'idée complète de la philosophie transcendantale. Et là, on pourrait ajouter, est-ce que c'est le plan, est-ce que la critique nous donne le plan complet de la philosophie transcendantale, y compris en son volet pratique? Puisque je vous rappelle, dans l'architectonique de la raison pure,
Kant évoquait déjà l'horizon d'une double métaphysique, une métaphysique des mœurs et une métaphysique de la liberté. Pourquoi que diable il ne fait pas la même chose pour le transcendantal? Ce serait tellement plus simple en disant « Ma critique annonce une future philosophie transcendantale, je vais m'occuper d'abord de la philosophie transcendantale théorique et ensuite je ferai peut-être une philosophie transcendantale pratique. » Il n'en est rien. À aucun moment, ni en 80, ni en 87, ni en 85, ni en 97, ni en 88, à aucun moment Kant ne franchit ce pas. Comme si ce verrou sémantique du paragraphe 7 de l'introduction, il en restait lui-même prisonnier. Donc je relis. Or, notre critique s'abstient à bon droit de l'analyse détaillée de ces concepts. À la critique de la raison pure théorique appartient tout ce qui constitue la philosophie transcendantale, et elle est l'idée complète de cette philosophie transcendantale, mais non pas encore cette science transcendantale elle-même. Le principal point de repère dans la division d'une telle science, c'est-à-dire science critico-transcendantale, c'est-à-dire critique en tant qu'elle prépare la science transcendantale à venir, est le suivant, conclut Kant, et voilà ce que j'appelle le verrou sémantique qui va tout verrouiller, que ne soit admis aucun concept qui contienne en lui quelque chose d'empirique, ou bien, une autre manière de le dire, que la connaissance a priori soit complètement pure. Et il en résulte, évidemment, l'équation que l'on connaît, qui est extrêmement limitative. Le transcendantal est donc uniquement le spéculatif. Puisque, tant qu'on n'a pas purifié les concepts de la moralité, on ne peut pas intégrer la morale dans le champ du transcendantal. La morale n'est en quelque sorte pas assez digne ou assez purifiée pour rentrer dans l'orbe de philosophie transcendantale. On voit donc que ce paragraphe 7 de l'introduction, qui n'a pas été remanié dans la seconde édition de 87, joue en réalité sur trois sens du transcendantal. Bon, j'aurais dû commencer par là, le transcendantal évidemment, mais ça fait l'objet de votre séminaire, donc c'est une évidence, vous le savez tous, c'est sans doute l'un des concepts les plus difficiles à cerner, chez Kant en tout cas, et sans doute peut-être chez d'autres auteurs aussi, mais chez lui tout particulièrement, c'est un concept multistrate qui a des sens très différents selon les contextes. Là au moins, dans cette introduction paragraphe 7, Kant mobilise trois sens du transcendantal. Le premier, c'est le transcendantal comme méthode déductive, c'est-à-dire comme remontée régressive d'un conditionné à sa condition de possibilité et de légitimité a priori. Le deuxième sens du transcendantal que Kant fait jouer ici, c'est le transcendantal comme moment du criticisme théorique et plus largement, ça c'est un aspect que je vais moins envisager ici, mais il faut savoir qu'il existe malgré tout dans la critique, c'est le transcendantal comme ontologie générale, ce qu'il appelle d'un nom plus modeste, on le sait, l'analytique transcendantale de l'entendement, et que j'appellerais pour ma part plutôt une objectologie, c'est-à-dire une sorte de science des objets en général à travers le prisme de leurs conditions de possibilité cognitive. Et enfin, le troisième et dernier sens du transcendantal que fait jouer notre paragraphe 7, c'est le transcendantal comme principe pur, c'est-à-dire complètement a priori, entièrement indépendant de toute expérience, d'un objet déterminé, et je laisse volontairement ici, entre parenthèses, d'un objet déterminé, qu'il soit théorique ou pratique. Car après tout, les jugements moraux aussi sont des objets pratiques. Et la loi morale aussi peut être considérée, comme le fait d'une certaine façon Antoine Grandjean, comme un objet pratique qui appelle lui aussi sa fondation en légitimité, sa déduction transcendantale. En tout cas, si, dans ce paragraphe 7, on peut isoler un premier moment de l'argumentation de Kant, qui semble creuser la distinction entre le moment critique et le moment transcendantal à venir, et entre les deux, ouvrir une sorte de médiation qu'il appelle le moment métaphysique. Ce sera la métaphysique des mœurs ou la métaphysique de la liberté. Le second moment, en revanche, de l'argumentation, toujours dans ce paragraphe 7, lui, semble autoriser, à la limite, la substitution du terme transcendantal au terme de métaphysique. C'est-à-dire qu'une science ou une doctrine métaphysico-transcendantale future, qui engloberait des jugements synthétiques a priori, par exemple notre impératif catégorique moral, pourrait revenir sur le devant de la scène, pourrait être intégrée dans l'ordre du transcendantal, après évidemment une purification suffisante. Il me semble en effet que deux lectures sont possibles de ce paragraphe 7. Premièrement, première lecture, où la métaphysique des mœurs répond aux exigences d'une science transcendantale.
C'est-à-dire, on y voit les conditions de possibilité entièrement a priori d'un objet qui est déterminé, qui est à la fois pratique et moral, qui est la volonté morale. Et dans ce cas, on peut, par approximation, voir au moins dans une partie de cette métaphysique des mœurs l'équivalent d'une morale transcendantale. Ça, c'était le premier courant exégétique que j'ai évoqué tout à l'heure. Ou bien, deuxième solution, on tient que la métaphysique des mœurs, dans la mesure, et c'est la position explicite de Kant dans ce chapitre, dans la mesure où elle traite non pas de la volonté bonne simplement, mais de la volonté humaine en général, dans son acception la plus large, volonté qui, vous le savez, est toujours susceptible d'être déterminée empiriquement, pathologiquement, par des lois hétéronomiques. Et dans ce cas, la métaphysique des mœurs, même purifiée en 85, elle reste entachée à sa marge extérieure, si je puis dire, par l'empirie qu'elle combat. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'empirie, certes, est considérée comme un obstacle à l'effectivation d'actes moraux, mais c'est un obstacle qui reste malgré tout dans la métaphysique des mœurs. Et dans ce cas-là, la morale, même purifiée en métaphysique, même fondée sur des principes purs, ne sera jamais totalement digne d'entrer dans la sphère du philosophé transcendantal. C'est-à-dire qu'elle aura toujours, au moins à sa limite extérieure, comme un risque possible, qui est le risque au fond qui est lié à la finitude de l'homme. C'est parce que nous sommes finis et sensibles qu'il y aura toujours un risque que notre volonté ne soit pas simplement bonne, mais qu'elle puisse être aussi hétéronomiquement déterminée. La fin du paragraphe 7 ne tranche pas véritablement. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si c'est un paragraphe qui forclôt définitivement, qui pose une équation définitive transcendantale égale spéculative, ou si c'est une équation qui ne vaut que pendant quelque temps, le temps que la métaphysique des mœurs ait fait son travail de purification, et qu'un jour ce verrou sémantique pourra sauter. Je vous relis la fin de ce paragraphe, qui est pour nous évidemment problématique. Quoique les principes suprêmes de la moralité, et quoique ces concepts fondamentaux soient des connaissances a priori, ils n'appartiennent pas cependant à la philosophie transcendantale. Et ça, il l'écrit, là je vous cite la version 1787 du texte, qui est d'ailleurs quasiment la même que celle de 81. Par exemple, il a remanié, quand il a réécrit en 87, remanié en tout cas la critique de la raison pure, il a remanié le paragraphe 1 de l'introduction. L'ancien titre, celui de 81, c'était « Idée d'une philosophie transcendantale ». Et là, il l'a remanié en 87. Il aurait pu donc remanier, l'argument du manque de temps et de la pression de son éditeur ne vaut plus, il aurait pu remanier le paragraphe 7, puisqu'il avait remanié en 2 lignes, ça tenait. Pourquoi il laisse cette espèce de coquille qui nous bloque ? Quoique les principes suprêmes de la moralité et ses concepts fondamentaux soient des connaissances a priori, ils n'appartiennent pas cependant, sous-entendu c'est pas simplement maintenant en 81, mais ils n'appartiennent pas du tout et ils ne pourront jamais appartenir à la philosophie transcendantale, parce que, et il en donne l'explication, les concepts du déplaisir et du plaisir, des désirs et des penchants, etc., on pourrait ajouter les instincts, les passions, tout ce que vous voulez, qui sont tous d'origine empirique, doivent cependant être introduits dans la constitution du système de la morale pure comme des obstacles à surmonter. Et donc même leur statut d'obstacle suffit à corrompre toute la métaphysique des mœurs. Même si ce sont des obstacles, même si la métaphysique des mœurs a pour but de les mettre à l'écart, ces mobiles sensibles empiriques qui relèvent de l'hétéronomie du vouloir, eh bien, ils entachent la métaphysique et font qu'elle ne peut pas être considérée comme transcendantale. Par suite, conclut Kant, et voilà le fameux verrou sémantique dont il est resté prisonnier jusqu'à la fin de sa vie, sauf peut-être dans l'opus posthumum, la philosophie transcendantale est donc une philosophie de la raison pure, simplement spéculative. Car tout ce qui est pratique, ajoute Kant, en tant qu'il contient des mobiles, c'est-à-dire des mobiles empiriques, se rapporte au sentiment, lequel appartient aux sources empiriques de la connaissance. Et donc, le problème, fin de citation, c'est que ce geste, évidemment, d'exclusion de la morale, hors du transcendantal, c'est-à-dire hors du pur, il va être confirmé à maintes reprises par le canon de la raison pure, par la seconde critique, qui ne reconnaîtra pas davantage le transcendantal. Claude Pichet notait très bien que, très curieusement, il n'y a pas une partie, un chapitre ou un sous-chapitre de la seconde critique qui s'intitule « transcendantal ».
alors que tous les chapitres de la critique de la raison pure, que ce soit l'analytique, la dialectique, la méthodologie, la doctrine des éléments, tous s'appellent transcendantales, pour bien indiquer que la critique, certes, n'est pas encore la science transcendantale, mais qu'elle a en elle tous les éléments pour la préparer, et qu'elle est déjà, d'une certaine façon, une partie du transcendantal. Alors, il me semble que la difficulté de ce paragraphe 7, il tient moins au fait, même si on s'en tient à la version de 81, et qu'on fait grâce à Kant de ne pas avoir remanié son texte en 87. Mais même si on le prend dans la version de 81, la difficulté de ce paragraphe, elle tient moins au fait qu'à cette date, en 81, Kant n'aurait pas encore suffisamment purifié ses concepts et ses principes moraux, puisqu'il n'a pas encore rédigé sa métaphysique des mœurs, qu'au fait que, lors de la seconde édition de 87, il aurait pu revenir sur ce geste initial d'exclusion de la morale hors du transcendantal, ce que pourtant il ne fait pas. Je soupçonne qu'il le fait délibérément. Il laisse intact ce paragraphe. De fait, l'édition de 87 ne redéfinit pas le périmètre du transcendantal, ni l'équation restreinte, transcendantal égale spéculatif. Alors, j'aurais souhaité aussi rappeler 2 autres paragraphes, mais je n'ai pas le temps de le faire. Je vous en donne juste la référence et vous les relirez par vous-même, qui pose toujours ce problème. Est-ce que le transcendantal, on peut l'ouvrir ou non? Alors, il y a des textes où, par exemple, l'introduction paragraphe 2 de la logique transcendantale, lorsqu'il dit « Je fais une remarque qui a son importance pour toutes les considérations suivantes ». Évidemment, si Kant nous dit ça, on se doute que ça a effectivement un impact sur la suite. Est-ce qu'il englobe aussi peut-être ici la morale à venir? Et qu'il faut bien avoir, dit Kant, devant les yeux. Sous-entendu, il nous demande de nous souvenir de cette remarque qu'il fait là, dans ce paragraphe 2 de l'introduction à la logique transcendantale. Et voilà le contenu de cette remarque. Toute connaissance a priori ne doit pas être nommée transcendantale, mais seulement celle par laquelle nous connaissons que et comment certaines de nos représentations sont appliquées ou sont possibles uniquement a priori. Et là, on pourrait penser à la représentation de la loi morale, à ce Gewissen et Wissen de la loi morale qui fera de nouveau l'objet de l'attention de Kant en 88. Et le 3e texte que j'aurais aimé vous rappeler, mais il suffit que je vous en redonne la référence, c'est évidemment le chapitre de l'architectonique de la raison pure, où Kant opère un partage entre le transcendantal, qui, d'après lui, touche à une ontologie, ou à ce que j'appelais tout à l'heure une objectologie, une science des objets de la connaissance en général et de leurs conditions de possibilité. On opère donc le partage entre ce transcendantal ainsi ontologiquement entendu, et c'est l'un des rares moments où il réutilise le syntagme d'ontologie, que par ailleurs, vous le savez, il réfute depuis l'analytique transcendantale de l'entendement, et d'autre part, le champ du métaphysique, où là, il s'autorise tout à fait clairement à envisager dès 81 une métaphysique des mœurs à côté de la métaphysique de la nature. Là, pour la métaphysique, ça pose aucun problème. Le parallélisme, si vous voulez, des 2 usages, théorique et pratique de la raison, est parfaitement assumé par Kant. Ce qui n'est pas le cas du côté du transcendantal. Donc, j'en viens à ma conclusion. Il y a chez Kant, me semble-t-il, 2 aspirations distinctes, mais complémentaires. Premièrement, une aspiration que j'appellerais critico-métaphysique. Et une 2e aspiration, ou plutôt une seconde aspiration, puisqu'il n'y en a pas de 3e, qui est une aspiration critico-transcendantale. Et selon que l'on lit les textes de Kant, selon la première veine ou la seconde veine, on peut ou non décider de reconstituer une morale transcendantale. En effet, selon l'aspiration critico-métaphysique, on trouve entre autres dans l'architectonique, lorsqu'il dit « ma critique annonce ou prépare une métaphysique à venir qui sera à la fois métaphysique des mœurs et métaphysique de la nature ». Si on privilégie cette première veine, disons critico-métaphysique, la critique conduit à la métaphysique. Et d'une certaine façon, la critique de la raison pure forme, on le sait, le vestibule de la métaphysique de la nature à venir, qui va se déployer en 1786 dans l'ouvrage « Les premiers principes métaphysiques » où Arnaud Pelletier a retraduit récemment les principes métaphysiques de la science de la nature. Et symétriquement, la critique de la raison pratique sert de vestibule au système doctrinal à venir de la métaphysique des mœurs de 1797. Et dans ce cas, il y aurait à la fois une
proximité, une continuité et une différence entre la critique et la métaphysique. Là, c'est le texte de l'architectonique auquel je faisais référence sans l'avoir rappelé littéralement. Selon, en revanche, l'aspiration critico-transcendantale, la critique de la raison pure contient déjà en elle-même, Kant le dit à plusieurs reprises, une strate transcendantale. J'ai rappelé à l'instant le fait que la plupart des chapitres de cette critique, cette première critique, s'intitulent transcendantale. Selon cette aspiration critico-transcendantale, la première critique contient une strate transcendantale qui, stricto sensu, se veut exclusivement spéculative. Et même encore en 87, puisque Kant omet de remanier ce passage, on peut lui faire gré, enfin tenir pour sérieux le fait qu'il resserre le transcendantal autour du spéculatif, c'est-à-dire autour d'une équation restreinte. Même si cette philosophie, au sens large d'analytique transcendantale ou d'ontologie générale des objets, elle est amenée à englober, sans doute, en tout cas le texte nous laisse envisager entre les lignes ces perspectives, en dehors des objets théoriques, aussi des objets pratiques. Le transcendantalisme moral vise alors un moment précis qu'on peut isoler, qu'on peut identifier dans la critique de la raison pratique, autour des paragraphes 5 à 7, c'est-à-dire tout ce qui concerne, dans cette seconde critique, le cercle vertueux qui remonte de la loi morale à la liberté pratico-transcendantale. J'utilise ce syntagme, même s'il n'est pas de Kant, pour désigner notre facette, enfin les deux facettes de la médaille ou les deux faces de la montagne, la face pratique et la face transcendantale. Et il me semble que ces deux veines du kantisme, la veine critico-métaphysique et la veine critico-transcendantale, qui ne sauraient se confondre, dominent chacune un versant du kantisme. La veine critico-transcendantale domine très clairement le pan théorique de la raison. La veine critico-métaphysique domine le pan pratique de la raison. Le verrou sémantique de 81, si on le relit maintenant à la lumière du texte de 88, sans interdire définitivement toute approche transcendantale en morale, du moins en restreint le site ou le lieu et en diffère le moment, puisqu'une éventuelle morale transcendantale se situerait uniquement dans l'analytique de 1788, autour des paragraphes qui relient entre elles circulairement la loi morale à sa condition de possibilité transcendantale, qui est la liberté pratique, elle-même, je l'ai dit, hantée ou fondée sur l'idée transcendantale spéculative de liberté comme spontanéité. On ne peut donc gommer, me semble-t-il, la différence entre le transcendantal et la métaphysique des mœurs, le transcendantal comme moment du criticisme moral, au risque de dénaturer et l'un et l'autre. Il me semble aussi qu'il faut prendre au sérieux, comme le faisait Claude Pichet par exemple, le silence de Kant, qui jamais ne qualifie sa morale, même une fois purifiée en métaphysique des mœurs, de transcendantale. Mais, comme le transcendantal, et là j'ouvre malgré tout une porte ou une issue dans ce verrou, comme le transcendantal désigne aussi une strate a priori plus profonde et plus large de conditions du savoir de l'objectivité en général, qui est une strate, me semble-t-il, antérieure à la distinction binaire entre métaphysique de la nature et métaphysique des mœurs. Rien n'exclut une strate transcendantale dans la critique pratique, strate qui serait relative à la condition de possibilité a priori de l'objet pratique très particulier, qu'est non pas la loi morale, mais la conscience et le savoir que nous avons a priori et de façon apodictique de cette loi morale. Kant ne serait donc pas, en conclusion, l'auteur d'une morale expressément transcendantale, parce que là je crois qu'on forcerait le texte à vouloir dire cela, mais en tout cas, son refus d'intégrer la morale au transcendantal, loin d'être un veto définitif, exprime plutôt une prudence de circonstance, alors à la fois parce qu'en 81, il n'a pas encore purifié sa morale en métaphysique des mœurs, et surtout, il n'a pas encore prouvé et fondé, c'est ça qui lui manque plus encore,
la réalité de la liberté sur le factum rationis de la conscience d'une loi apodictique telle que la loi morale. Le lecteur serait donc in fine autorisé, comme Ottfried Höfe commençait à le faire, mais peut-être en donnant à la morale transcendantale un site beaucoup plus large. Le lecteur serait donc autorisé à reconstruire une morale transcendantale, mais seulement, si je puis dire, dans les interstices du cercle de la liberté et de la loi, tel qu'il s'esquisse très ponctuellement dans l'analytique de 88. Et j'en veux pour preuve le texte que jusqu'à maintenant je me suis interdit de citer en raison du statut éditorial très particulier qui est le sien et du fait que ce n'est pas un texte publié par Kant, mais que ce sont des notes manuscrites qu'on a reconstituées après coup, qui est le texte de l'Opus Posthumum. En effet, je voudrais pour conclure vous citer 2 passages de l'Opus Posthumum qui me semblent valider a posteriori notre hypothèse d'une probable morale transcendantale chez Kant. En effet, l'Opus reconnaît in fine les droits d'une morale transcendantale, mais au prix d'une inversion de l'ordre de priorité en morale entre ce que j'ai appelé les 2 veines d'inspiration du kantisme, la veine critico-transcendantale et la veine critico-métaphysique. Si l'Opus Posthumum affirme le primat de la veine critico-transcendantale, aussi bien en matière théorique que pratique, c'est que précisément l'étape critico-métaphysique est désormais, à la fin de Kant, parfaitement achevée, non seulement du point de vue théorique, mais aussi du point de vue pratique, avec la récente publication de la métaphysique des mœurs de 1797. D'où la concession tardive, et qui est inattendue et incompréhensible au regard du verrou de 1781, que Kant fait pourtant à la fin de sa vie à une morale transcendantale. Comme s'il avait, au soir de son œuvre, l'ultime regret d'avoir rejeté par excès de pureté, par excès de transcendantalisme pur, comme s'il avait le regret d'avoir rejeté la morale hors du système transcendantal qui est censé malgré tout couronner sa philosophie et en être le prolongement, même s'il laisse à d'autres le soin de la rédiger. Si en 81, le criticisme était censé préparer une métaphysique future double, métaphysique des mœurs, métaphysique de la nature, pour l'Opus Posthumum, qui vient après les 2 critiques, la critique théorique et la critique pratique, et qui vient après les 2 métaphysiques, celle de la nature et celle des mœurs. La veine critico-métaphysique est derrière Kant, en quelque sorte. Pour achever son système, il reste à Kant, à la fin de sa vie, à donner au transcendantal sa pleine extension et à renouer avec le sens très large qu'il avait donné dès 81 à cette objectologie générale qu'il appelait une sorte de science transcendantale, des objets en général. Les 2 métaphysiques, une fois rédigées, le transcendantal peut désormais renouer avec son sens architectonique large, celui qu'on trouve dans le chapitre de l'architectonique que je n'ai pas eu le temps de rappeler textuellement. Le transcendantal n'a plus à exclure le pratique, il n'a plus à se restreindre au seul spéculatif. Le transcendantal peut alors inclure en lui toutes les connaissances synthétiques a priori à partir de concepts, y compris si ces jugements synthétiques a priori sont issus du champ moral. Ça ne fait plus problème. De sorte que pour le dernier Kant, le degré de pureté atteint par la morale est dorénavant suffisant pour autoriser sa réhabilitation dans la philosophie transcendantale. On pourrait dire que l'Opus Posthumum est à ce titre l'ultime testament philosophique de Kant, où on assiste à un transcendantal systématique, élargi, à l'élaboration en tout cas en pointillé, encore inachevé, mais on assiste en tout cas à une construction d'un transcendantal systématique élargi, où la morale aurait désormais toute sa place. Je cite Kant, « La philosophie transcendantale est la doctrine du complexe des idées, c'est-à-dire du système organique et total des idées, qui contiennent le tout de la connaissance a priori par concept, dans un système de la raison aussi bien théorético-spéculative qu'éthico-pratique, sous un principe, qui est le principe unique et unifiant, c'est moi qui le rajoute, de la liberté pratico-transcendantale comme clé de voûte de tout le système. L'opus parachève par là
Ce mouvement qui s'était amorcé timidement et métaphoriquement dans la préface de 88, la fameuse métaphore du Schlussstein, la philosophie transcendantale devient désormais, je cite de nouveau Kant, la connaissance synthétique déterminée à partir de concepts qui présentent les objets de la pensée en un système aussi bien théorético-spéculatif qu'éthico-pratique. Fin de citation. En quelque sorte, ce transcendantalisme de dernière génération permet d'unifier les systèmes, comme Kant le reconnaît lui-même, d'un point de vue théorético-spéculatif et d'un point de vue éthico-pratique. Toutefois, et c'est important de le noter, l'élaboration de ce système transcendantal achevé, qui serait censé contenir ou réintégrer en lui une morale transcendantale, n'est pour Kant même encore qu'un projet dont ni lui, ni peut-être aucun homme, ne pourra mener la réalisation à bien. S'il est vrai, je cite pour finir Kant, toujours dans l'Opus Posthumum, qu'on ne peut nommer personne un philosophe transcendantal. Je vous remercie de votre attention et pardonnez-moi d'avoir trop parlé. Non, c'était parfait.